Alors, nous voici à la partie 2 du thème les écritures de fin d'exercice ou opérations périodiques. Et ici, je vais expliquer chaque concept, que nous puissions vraiment comprendre de quoi il s'agit. Parmi les points à considérer, j'avais évoqué les charges et les produits antérieurs. Et à ce niveau, c'est légion, parce que le comptable, peut-être il est seul, il est acculé par le travail, il y a des factures qui continuent de venir, on est en décembre, il doit sortir les états financiers, il est acculé. Et en voulant satisfaire aux exigences, en voulant être à jour par rapport au délai, des fois il oublie d'enregistrer des factures. Et quand ça se passe comme ça, la loi lui permet de se rattraper l'année suivante. Ou bien même c'est des factures qui viennent tardivement. On a déjà fini de clôturer tous les états financiers, les états financiers sont même approuvés, et c'est en ce moment que les factures arrivent. Les factures des années antérieures arrivent. Quand ça se passe comme ça, le comptable a oublié donc de comptabiliser à nouveau, de prendre en charge ces factures-là, ces charges et produits des années antérieures pour le compte de l'année en cours. Et on les comptabilise dans les comptes de charges et de produits par nature. Très important. Avec mention dans les notes annexes. Mais à ce niveau, je tiens à préciser, quand ces charges et ces produits constituent des montants vraiment significatifs, c'est-à-dire des montants très importants, très élevés, on essaie donc de les prendre en charge, mais on n'impacte plus les charges, les comptes de charges et produits par nature. Mais à ce niveau, c'est le compte de report à nouveau qui est impacté. Toujours avec mention dans les notes annexes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les stocks. L'inventaire des stocks. Très important dans les écritures de régularisation. Et à ce niveau, nous avons deux méthodes ou deux manières d'inventaire des stocks. Nous avons la méthode permanente et la méthode que nous qualifions d'intermittent. Donc, dans l'inventaire permanent, le comptable, après avoir comptabilisé naturellement les écritures d'achat ou de vente, le comptable est tenu maintenant de passer les écritures liées au stock. Le comptable passe les écritures liées au stock en impactant les comptes de stock, les comptes de la classe 3. La classe 3 est impactée. En contrepartie, la classe 603 ou la classe 113, cela dépend. Donc, quand nous prenons l'inventaire permanent, cela permet de connaître à chaque instant T le montant des stocks. Puisque les écritures de stock sont passées au fur et à mesure, à chaque instant. Nous connaissons à chaque instant T le coût des marchandises vendues. Très important. On peut connaître aussi à chaque instant T le coût des produits et matières utilisées. Alors que dans la méthode que nous qualifions d'intermittent, l'inventaire intermittent, ce n'est qu'en fin de période que les écritures qui concernent les stocks sont passées. Naturellement au 31, c'est au 31 que l'inventaire intermittent permet donc de passer les écritures. Donc, comme insuffisant, c'est qu'on ne maîtrise pas à chaque instant T le montant des stocks, on n'a pas une idée, ce n'est qu'en fin d'exercice qu'on peut avoir une idée sur les stocks. Ce n'est qu'en fin d'exercice qu'on peut avoir une idée sur le coût des marchandises vendues. Ce n'est qu'en fin d'exercice qu'on peut avoir une idée sur le coût des matières utilisées. Donc voilà les deux méthodes
d'inventaire. J'ai parlé de la méthode permanente et j'ai aussi parlé de la méthode intermittente. Après l'inventaire des stocks, le comptable doit s'intéresser aux amortissements. Nous avons l'amortissement qui est calculé en fin de période. Et là, le comptable doit essayer donc de comparer l'amortissement calculé avec l'amortissement que nous appelons l'amortissement fiscal. Ce n'est rien d'autre que l'amortissement recommandé par le fisc. Donc, comparons les deux. Si l'amortissement recommandé par le fisc est supérieur à ce que le comptable même a calculé, que nous appelons l'amortissement économique, le surplus est comptabilisé à nouveau, mais est qualifié d'amortissement dérogatoire. Dans le cas contraire, quand l'amortissement du fisc est inférieur à l'amortissement économique, là, ça veut dire qu'on avait comptabilisé plus. D'accord? Nous calculons maintenant et comptabilisons une écriture d'amortissement qu'on qualifie toujours d'amortissement dérogatoire, mais là, on parle de reprise d'amortissement. Donc, dans l'amortissement dérogatoire, par exemple, nous avons le compte 863 qui est impacté avec le compte 151 qui est impacté. Et dans le cas contraire, quand on va parler donc de reprise, ce n'est rien d'autre qu'une contrepassation, donc des écritures. C'est-à-dire que le compte 151 vient maintenant au débit et au crédit, nous avons le compte 863. Voilà les amortissements. Après les amortissements, le comptable doit s'intéresser aux provisions. Quels sont les éléments sur lesquels il y a la probabilité d'avoir un passif externe, c'est-à-dire qu'une dette. Vous voyez, la provision n'est rien d'autre qu'un passif externe, c'est-à-dire qu'une dette dont le montant et même l'échéance est incertain. Je prends l'exemple juste d'un client, sur lequel nous avons une créance. Le client doit nous payer en termes terre à terre, en termes très clairs, il doit nous payer. Mais on se dit, mais est-ce qu'on a 100% de chance de recouvrer ce que ce client nous doit? On essaie donc d'évaluer un peu ce client-là. Peut-être que le client nous avait fait des promesses fermes, il ne respectait pas ses promesses. On essaie de l'étudier un peu et on constate peut-être que, franchement, on a peut-être 70% de chance de recouvrer notre créance-là. Ça veut dire que nous avons 30% de chance de ne pas prendre notre créance. Oui. Donc, ça veut dire que nous calculons provision, puis les 30% du montant qu'on comptabilise. D'accord? Et dans le cas d'espèces, nous débitons le compte 69, par nature, bien entendu, donc pas le crédit donc des comptes à terminaison 9 aussi. Ça peut être le 29, le 39, le 49, le 59, ainsi de suite. Donc, on doit s'intéresser aux provisions. Après les provisions, le comptable doit s'intéresser aux dépréciations. Et quand on parle de dépréciation, ce n'est rien d'autre qu'une perte de valeur sur un élément d'actif. Et c'est ce que beaucoup de comptables trouvent fastidieux. Parce que imaginez, hein, sur tous les éléments de l'actif, tout ce que nous avons comme bien, en termes très clairs, tout ce que nous avons comme bien au sein de l'entité, tu dois évaluer pour savoir s'il y a des indices de perte de valeur sur cet élément-là. Peut-être que le monsieur est seul. Je vais apprécier s'il y a des indices de perte de valeur sur chaque élément et passer les écritures afférentes. Alors que c'est important parce que cela permet d'avoir des états financiers très fiables, des états financiers qui reflètent la réalité. Donc, je fais une démarcation à ne pas confondre dépréciation et provision.
La dépréciation n'est rien d'autre qu'une perte de valeur sur un élément d'actif. Alors que la provision, ce n'est rien d'autre qu'un passif externe, ce n'est rien d'autre qu'une dette dont le montant ou l'échéance est incertain. Je prends aussi l'exemple, quand parlons de provision. Je prends par exemple un employé qui nous a assigné en justice. L'employé a une très forte chance de gagner le procès. Vous voyez, on n'a pas encore l'idée sur le montant, on ne sait pas encore l'échéance de manière précise, mais on sait quand même que, vu l'évolution du procès, l'employé là va gagner. On essaie de constituer une provision. Ça, c'est une provision. Mais quand je prends par exemple un stock, on a un stock dont la valeur connue, mais au 31, vu tel que le marché s'est comporté, vu les événements, on s'est dit, mais notre stock qui est là, sa valeur intrinsèque, si on doit céder, on ne peut plus le vendre, notre stock là, à cette valeur-là. Donc, il y a des indices qui justifient une perte de valeur de notre stock. Là, nous constituons une dépréciation. Donc, voilà la démarcation entre les notions de dépréciation et provision. Après cela, le comptable doit s'intéresser aux charges et aux produits constatés d'avance. D'abord, aux charges constatées d'avance. C'est des charges que nous supportons au cours de l'année, mais qui impactent aussi l'année à venir. Je prends l'exemple, nous payons une assurance par exemple. Je paye une assurance. L'assurance couvre 12 mois. Je paye l'assurance par exemple en décembre. Vous voyez, l'année 2024, je l'ai payé en décembre. Donc, il n'y a que le mois de décembre. Alors que je suppose que c'est en décembre que je sors peut-être les 60 000. Donc, l'année N supporte l'ensemble des 60 000. Mais est-ce que objectivement, c'est bon? Non. Je n'ai que le mois de décembre au niveau de l'année N. L'année suivante, j'ai encore 11 mois là. Ouais. Donc, c'est l'autre décembre 2025 que je vais encore payer mon assurance. Donc, les 11 mois là, c'est une charge que j'ai supportée à l'avance. Je dois pouvoir l'enlever des 60 000 et imputer la charge qui correspond juste au mois de décembre. En termes clairs, j'ai sorti tous les 60 000 en décembre, mais il y a 11 mois qui concernent l'année à venir. Donc, je fais mes 60 000, d'abord divisé par 12 pour avoir le montant d'un mois, fois 11 maintenant, puisque c'est 11 mois qui concernent l'année à venir. Donc, ce qui va faire 55 000. Donc, 55 000 constitue une charge que j'ai constatée à l'avance. On parle de charge constatée d'avance. Et dans la pratique, dans notre espace ici, je vais débiter le compte 476, donc par le crédit donc, du compte de charge par nature. C'est-à-dire par le crédit donc, du compte de la charge concernée. Je peux aussi avoir des produits constatés d'avance, des produits que je devais prendre l'année prochaine, mais que je reçois maintenant. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, je dois pouvoir passer les écritures y afférentes. Donc, et on calcule ça de produits constatés d'avance. Ouais. C'est un produit que j'ai reçu à l'avance. Je devais recevoir ce produit l'année prochaine, mais cette année, je l'ai reçu. Et nous passons les écritures en utilisant le compte 477. Après cela, je dois m'intéresser aux charges à payer. C'est-à-dire que c'est des charges qui concernent l'exercice là, l'exercice en cours. Mais nous n'avons pas peut-être encore les factures. Donc, je débite les comptes de charges par nature, normalement, et je crédite le compte 408, factures non parvenues. Ou bien, les factures sont là, mais on constate que jusqu'au 31, là, les factures n'ont pas été payées. Là, je les mets dans les comptes de charges par nature, les comptes de charges dans les comptes concernés, et je critique